Surpris par la nuit. Un nouveau rendez-vous mensuel à partir de ce soir dans Surpris par la nuit. Nous l'avons baptisé Surpris par la poésie. La poésie peut-elle encore nous surprendre ? Pour répondre à cette question, peut-être faut-il d'abord dresser l'oreille, se mettre à son écoute. Ce sont donc des lectures, avant tout, que nous allons vous proposer. Des lectures, c'est notre parti pris par les poètes eux-mêmes. C'est une évidence qui est pourtant un vieux débat. Certains, et quelquefois certains poètes eux-mêmes, prétendent que les poètes ne savent pas lire, qu'ils seraient par conséquent mieux inspirés de s'effacer pour laisser le soin à des professionnels de la lecture, les acteurs, de défendre leur texte. À chacun son métier, en quelque sorte. Et pour nous, pareille délégation est une démission. La lecture de ces textes à haute voix par le poète lui-même est bien l'une des composantes de son métier, dont la voix est l'un des outils essentiels. Qu'on le veuille ou non, elle fait partie du jeu et ne peut s'apprécier à partir de critères esthétiques qui prédétermineraient ce que doit être ou ne pas être la lecture de la poésie. Un poète qui lit mal lit toujours mieux, selon nous, qu'un acteur qui lit bien, car il lit simplement avec sa voix, révélatrice du son et du sens de ce qu'il a écrit. Surpris par la poésie s'inscrira de ce point de vue dans le sillage de Poésie ininterrompue, l'émission de Claude Royer-Journoux qui, dans les années 70, a fait découvrir aux auditeurs de France Culture tant de poètes à partir de leur voix. Notre rendez-vous se déclinera en deux temps. Premier temps, la lecture publique, ici, au Centre Georges Pompidou, à des dates variables indiquées dans le programme des revues parlées, qui veulent bien nous accueillir. Et je peux dès à présent vous indiquer les deux prochains rendez-vous pour que vous puissiez réserver vos soirées. Ça sera toujours le jeudi, dans la petite salle, à 19h30. Le jeudi 8 février, pour la Sainte-Jacqueline, nous recevrons Jacqueline Risset. Et le 22 mars, Dominique Fourcade. Deuxième temps, ensuite, c'est la diffusion sur France Culture, avec un léger décalage, puisqu'elle est prévue chaque dernier lundi du mois à 22h30. L'émission de ce soir, par exemple, sera diffusée le lundi 29 janvier. Premier invité de Surpris par la poésie, Michel Deguy, poète et philosophe. Il vient de rassembler chez Galilée, sous le titre « La raison poétique », un certain nombre de recherches qui voudraient contribuer à une critique impure de cette raison poétique qui reste à l'œuvre, selon lui, dans les œuvres modernes. Nous parlerons de ce livre un peu plus tard, à minuit 5, dans Du jour au lendemain. L'heure, pour le moment, est à la lecture. Dans un premier temps, Michel Deguy va lire des extraits d'un travail en cours. Nous l'écouterons ensuite parler un peu de sa démarche et de son évolution. Il fera d'autres lectures de ce qui pourrait constituer un fragment de son anthologie personnelle avec une incursion peut-être du côté de la traduction. Il dialoguera enfin et écoutera, comme nous, les lectures que feront à leur tour deux autres poètes qu'il a souhaité accueillir ici. Bernard Chambaz, dont les romans ne doivent pas nous faire oublier le livre de poèmes, notamment le dernier, Échoir, qui est publié chez Flammarion, où se trouve justement un texte sur Michel Deguy. Et puis Jean-Charles Véliante, qui est traducteur de Dante aux éditions de l'Imprimerie nationale et auteur de 5 recueils de poèmes. Le dernier s'intitule « Rien commun » et il est publié par Michel Deguy dans sa collection chez Belin, l'extrême contemporain. Mais peut-être dès à présent, Michel Deguy, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez souhaité la présence ce soir de Bernard Chambaz et de Jean-Charles Véliante.
Peut-être parce qu'au moment où vous m'avez posé la question d'inviter les amis, je me suis dit, je ne vais pas faire venir ceux de ma génération qui sont bien connus, avec qui je travaille, par exemple Jacques Roubaud ou Robert Davreux, avec qui je fais la revue Poésie, mais dans une perspective de relais, de poignée de main, de transmission, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin aussi... Et deuxième critère, si vous caractérisez, je me suis dit, au fond, des écrivains qui ne se présenteraient peut-être pas eux-mêmes d'abord et principalement comme poètes, et dont l'œuvre est en train de, ou est depuis longtemps déjà, angésine de poésie, l'œuvre a essentiellement à voir avec la poésie. Plusieurs noms se présentaient dans ma tête, et alors, au fond, je dis un mot maintenant personnel, Bernard Chambaz, qui a été mon élève il y a assez longtemps, est un ami de longue date et du temps où on s'écrivait beaucoup. D'ailleurs, on s'envoyait aussi des poèmes, il m'a envoyé ses premiers poèmes. Enfin bon, je le suis, comme on dit, dans l'équivoque du verbe suivre, en exagérant un petit peu. Il m'est peut-être un petit peu aussi. Et puis, Jean-Charles Véliante, alors plus récemment connu, et d'abord à travers ses traductions, à travers Dante, si l'on veut, dans une revue que j'ai faite autrefois qui s'appelait La Revue de Poésie. J'avais même risqué une traduction collective. Nous étions 5 ou 6 à nous escrimer, mot baudelairien, l'escrime, la rime, sur la traduction des 7 derniers jours du Purgatoire. Je crois que Jean-Charles Véliante a connu cela. Surtout moi, j'ai connu ces traductions de Dante à l'Imprimerie nationale, dans le contexte où il y a beaucoup de traductions de Dante, et contexte qui est parfois d'ailleurs ça controversé, intéressant. Et puis, donc j'en viens à ce point rapidement. J'ai lancé il y a une dizaine d'années maintenant à peine chez Belin, collection intitulée L'Extrême contemporain, qui accueille tout. Peut-on dire principalement la poésie? Oui, principalement la poésie, mais il y a même un roman, il y a des essais, il y a tout ce qu'on veut. C'est ça qui est extrême contemporain. Et je connais un peu Jean-Charles Véliante comme poème, et il m'a envoyé, donc ça nous met quelques mois en arrière, le beau livre, recueil, construit, la composition qui s'intitule Rien commun. Alors dans un premier temps, comme nous tous, ils vont vous écouter, puisque là on aborde la première séquence de lecture. C'est d'une certaine façon l'extrême contemporain, parce que vous allez lire des textes qui sont en train de se faire, des textes en cours. C'est donc un rendez-vous dans la fabrique ou dans l'atelier de l'écrivain. Mais j'imagine que vous avez peut-être d'abord des choses à dire sur l'allusion que j'ai faite pour ouvrir l'émission sur la lecture par les poètes eux-mêmes. Et on peut se rappeler d'ailleurs que vous avez intitulé un livre, l'un de vos premiers livres, Oui dire, et que d'autre part, dans un autre livre de 1966 que j'ai beaucoup lu pour préparer cette émission, Actes, chez Gallimard, dans la collection de Georges Lambrix, Le Chemin, vous parlez assez longuement de l'intonation. Je lis ce passage notamment. Ainsi, le ton, avant toute intonation superflue, le ton propre à chaque vocable, peut être isolé, comme on dit en chimie, si on lui trouve sa place parmi tels autres éléments et par lui détecter la diction fondamentale de la langue. Et vous poursuivez un peu plus loin, c'est pourquoi les acteurs ne savent pas lire les poèmes, ils se trompent en remettant à la recherche qu'ils sont de la supposée expression d'un sentiment ou signification cachée, alors qu'il conviendrait de neutraliser toute intonation psychologique pour chercher à entendre ce ton primitif de vocable, accepté sans condition, c'est-à-dire à voix blanche, comme un enfant, la fiction qui libère la diction. C'est donc le moyen pour le poème de se recourber sur la langue, de rentrer au plus près de la langue, la lecture à haute voix par le poète. Bon, bien sûr, je ne dirais plus du tout les choses comme ça maintenant. Quelques lustres ont passé, en particulier ces généralités un peu stupides. Les acteurs
ne savent pas lire, tout à fait excessif, bien entendu, tout à l'heure. Alors, est évidemment que l'écrivain, le poète, est mieux placé pour neutraliser l'affaire. Cela dit, il y a beaucoup de comédiens excellents qui jouent aussi ce jeu-là. Donc, je résumerai cette... Il y a des poètes qui lisent très mal. Et il y a des poètes qui lisent très mal. En plus, c'est une question de timbre. Et on les entend très bien. On les entend très mal. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'espère ne pas tomber dans ce défaut. Le mien est de lire un peu trop vite. Parce que ces textes que je lis, je les connais. Je me dis par conséquent, je vais m'ennuyer en les lisant. Et donc, donc j'anticipe un peu à dire, oui, encore ça, bon, d'accord. Donc, il faut le péché, le défaut du lecteur, de l'auteur-lecteur, c'est par exemple, dans ce cas, d'aller trop vite. Ou bien il peut avoir un autre défaut de zézément ou je ne sais quoi. Il peut être mal placé pour lire son poème. Disons, finalement, je vous signale que j'ai aggravé mon cas par rapport à une certaine défiance en ce qui concerne la lecture, en écrivant une page, mais je n'y fais qu'une allusion, dans un livre qui va paraître bientôt, qui s'appelle L'Impair, qui va paraître chez Farago, qui rassemble un certain nombre de propos. Et j'ai fait une espèce de page polémique qui s'appelle La lecture, L-A majuscule, en enchaînant la lecture. Comme si c'était en attirant l'attention sur une exagération de l'idolâtrie du moment de la lecture. Après tout, pour le faire entendre, je suis souvent surpris par le fait que dans des lectures internationales, le public semble prendre, ou un public semble prendre un grand plaisir à des textes qu'ils n'entendent absolument pas. Je me rappelle une lecture il y a quelques années, par exemple, à Jérusalem, Mishkenot. J'étais à côté de quelqu'un, et c'était un poète chinois qui lisait. Et la personne tombait en extase dans le chinois. Et je lui ai dit, vous avez de la veine, vous comprenez le chinois. Elle m'a dit, non, non, je ne comprends pas du tout le chinois. Mais j'ai dit, alors, et peut-être il est en train de nous lire l'annuaire téléphonique de Shanghai. Ah ben, ça n'a aucune importance. Donc, on voit par où la cérémonie de la lecture peut être elle-même un peu critique. Bon, alors voilà. Qu'est-ce que vous allez nous lire? Parce que je vois que vous avez une page devant vous. Ben, oui. Il n'y a pas beaucoup de blanc sur cette page. Voilà, alors je ne vais pas lire des poèmes, disons, reconnaissables tout de suite en tant que poème, c'est-à-dire par la justification typographique spéciale, la césure ou l'alinéa. Au fond, c'est des notes de travail et qui envoient plutôt vers le poème en prose. Et je cherche à faire entendre différents tons, hein, y compris des tons de réflexion, des tons de vision en prose ou que sais-je. Mais donc, ce sont des notes en vue d'un poème. Oui, c'est différents tons. Vous avez cité une phrase dans les questions de ton. Vous avez différents tons, des tons pro. Pour moi, si vous voulez, la question est celle d'une hésitation entre prose et poème, d'une hésitation entre proème et prosème ou poésie et prose. Alors, le chant tout entier est tenu dans cette expression d'hésitation prolongée. Et donc, c'est cet intervalle qui peut aussi être entendu comme l'intervalle, d'ailleurs, entre poésie et philosophie, ou pensée, ou poésie pensive et pensée philosophante. C'est ça que j'appelle pour moi l'hésitation prolongée que j'habite, ce qui fait que ce que je vais vous lire ne ressemble pas à des poèmes. Sauf peut-être le premier, je dis à l'instant le premier, je viens de décider que c'était le premier, un poème en prose qui s'intitule « À terre ». Tu rentres, tu quittes le rivage, tu retournes en terre, les amers quittent la mer. Soudain, cette moitié de monde qui était en mer redevient terre, forêt, champ, campagne. À son tour, celle-ci devient l'océan. Tu reviens au monde des vivants comme un grec débarqué tournait le dos à l'inféconde. L'immensité se fait solide, moissonneuse, verte et blonde, guéable. Les nuages sont utiles. Tu écartes les buissons de la lisière, rentres dans le bois, retournes à l'épais, l'impénétrable. La forêt de chênes chante. En même temps, c'est le temps, le double régime. Chaque moitié est le tout dans l'indivision. Celle de la sérénité hölderlinienne, l'oubli de la menace, le vaste, la pérennité, le pour toujours du centre aimé multiple, pareil au spectacle quand le monde se donne en spectacle. L'oisiveté léopardienne, c'est quand les champs et les eaux,
les forêts et les fleurs, les nuages et les neiges assonnent dans le zèle des saisons. Avec celle-ci, repoussé, pressenti, ulcérant, le contre-courant funèbre, le complot du destin, affliction et nuisance, la conspiration de la perte, voici la morition des proches, la contagion des maux, l'acerbe érosion, la calomnie générale, l'abréviation de la vie, l'encombre, la terre périmée, l'extermination du passé, le périr. Voici une note que je lis maintenant, qui est peut-être une amorce. C'est écrit, j'interromps ma phrase, c'était écrit avant le livre de Jean-Charles Véliant qui s'intitule Rien commun, mais cette préoccupation que dit le titre Rien commun apparaît dans cette note, et c'est pour ça que je l'ai choisie. Qu'avons-nous de semblable commun, comme un? Le corps, le marchand de Venise, le rien, Mallarmé, la terre, l'écologie. L'écologie prend conscience que le tiers, par la médiation duquel l'ensemble peut se prendre en vue, en compte, en sauvegarde, est la terre en tant que menacée, unifiée donc comme anéantissable et telle donc que ce néant nous protège. Une sorte de fable récit que j'ai choisi aussi parce que c'est l'Italie, c'est même Venise, c'est une note de voyage. Bernard Chambaz fait son poème très souvent avec des notes de voyage, enfin disons, c'est des poèmes de passage, de voyage dans un lieu. C'est aussi ce qui m'a poussé à choisir cette espèce de carnet, de pages de carnet, plus ou moins drôlatique, sur après ou à la suite immédiate d'un voyage à Venise, prose, donc que j'ai intitulé À Saint-Pacôme, à la Zuecca. On dort bien à Venise, on se rendort, ce qui est partout ailleurs malaisé. Je parle de la Venise lagunaire, bien sûr, aux 118 îlots, lacunaires inondés. La Venise à reflets, à gondoles, à pied et à vapeur. C'était un soir de pleine lune orange, comme un euro sur le Lido depuis la Zuecca. À Saint-Blaise, à la Zuecca, chantonne Musset. La discussion entre nous, 150 ans plus tard, porta sur l'étymologie de Giudecca. Juiverie, justicerie, île des relégués ou en vénitien la courge, Zuecca, les Vénètes ne savaient pas. Venise se couche tôt donc. Les garçons hâtent le dîner, cendrier remplacé, noria des pichets, accélératissimi, ce qui ne veut pas dire ici le train le plus lent. Change précipité des assiettes, remplissage des tables et des chaises sur les campeaux. Un moment. Mais pourquoi? Parce qu'ils rentrent dormir à Mestre dans le bruit. À minuit moins un masque, on nous rapporte qu'aux angles des deux rues du seul quartier un peu noctambule, Santa Margherita, les riverains ont porté plainte contre les piétonniers buveurs un peu attardés. La ville colle au-dedans des yeux, persistance antoptique pendant des jours après le retour, son nom de Venise dans Paris. Je ferme ou ne ferme pas les yeux dans Paris, et ce n'est pas, voici 3 jours, Paris que je vois, mais toujours encore la Salute, la stèle à Byron au quai Saint-Thomas, la place du Colléone, avant de longer le mur de l'Hospédale jusqu'à l'arrêt du Vapeur 82, face à l'île des Tombes, qui nous ramènera par le chenal de l'Arsenal, entre les grands lofts abandonnés, des garages à gondoles, le quai vétuste où court un marin en uniforme, comme un personnage de Bob Wilson en avance, avant de prendre à droite la rive San Marco. Mais oui, je sais bien, vous connaissez, évidemment que vous connaissez, je sais que vous savez. Le but n'est pas de mentionner un vico, un hôtel, une prédelle que vous n'auriez pas repérée, une pension à hors d'œuvre. Les 426 ponts escaliers arqués maintiennent les rives ruelles à bon écart, comme une cuisse à rime, une barque au quai. Les 12 780 marches jonglent avec leurs pierres, les vases communiquent. Je glisse, barque lestée d'images, le long de la douane, le long du Gracie, du Guggenheim, les palais glissent le long de la barque. On part dans Venise pour Venise, on s'embarque
pour Venise. Les visages se frôlent, immobiles, mus et souriants. Ce n'est pas un au revoir. La cérémonie des adieux s'esquisse à chaque embarcadère. Les humains se croisent, trompeuse tendresse, comme s'ils ne devaient plus se longer à Venise, et jamais est allègre comme demain. La France abandonne le palais de son consulat. Nous avons habité 1 heure cet étage spacieux sur les quais des Zatere, en regard de la Giudecca, les grands Titanic à touristes immortels, grecs, français, anglais, descendaient le bras vers la sortie du Lido, vers la mer, immeubles salubres, glissant à hauteur du 2e étage. Au plafond, salons évidés, canapés s'enfonçant lentement, fin de bail, le drapeau décevait, ses couleurs passaient, plus de canaux rapides pour le consul de France, plus de livres, de lustres, de gâteaux. Le ridicule ne tue pas Venise. Les eaux du déluge montent lentement. Elles arrivent par citernes, ce sont cars et trains. Nous ne sommes pas noyés. Le monde va finir. Le cheval de Verrocchio est si haut placé qu'on le verra longtemps encore par son ventre. Cette fois-ci, je me lassais du Tintoret. Son côté ange en rasemotte, son côté Gélu Malraux, son côté dernière nouvelle AFP. L'art de mémoire se renverse. Quelles œuvres fixent les lieux, nous les attachent, tiennent le coup dans le musée général. Je vais vous lire, changeant de ton, une préface écrite pour un poète prisonnier politique qui a été libéré il y a 2 mois. C'est un poète qui était en prison en Syrie. Et c'est donc une préface à un recueil. C'est une marche, c'est un seuil pour un recueil de poèmes qui dit quelque chose ou qui essaie de dire quelque chose, de la poésie. Donc, vous voyez, j'ai choisi des approches, soit narratives, soit etc. Et ici, un seuil vers le recueil de poèmes de Faraj Bayraktar, qui a été libéré et après 12 ans de prison à Damas. René Char disait que ce monde était fou de prison, ce monde, le nôtre, celui d'aujourd'hui, celui des jours de notre mort, celui de la mondialisation, dont Amnesty tient la chronique mondiale. La seule utopie réalisable chez les humains serait-elle la prison? Non-lieu, en effet, non-droit, non-vie. Et pourtant, la vie d'un homme, c'est le titre du livre, je ne cherche pas de lieu, ma prison est le lieu. Voici, encore une fois, le poète en prison. Mais quoi, le poète? Le poète, c'est un homme qui parle, qui en parle, qui parvient à changer le plomb, le silence de plomb, le wagon plombé de la cellule, en le très mince papier de la phrase perçante. Alchimie du verbe, selon la fameuse formule, sans doute, mais sans magie. À râle et à sang. La page quadrature le cercle du supplice, du halètement de la douleur sort l'entrecoupement du rythme. La prison, tout est en dehors d'elle. Le dehors, c'est ce qu'on appelle la liberté, c'est-à-dire la loi aussi bien que la liberté. Comment changer la prison en un dedans? Comment faire que la liberté qui est en nous soit plus forte que les prisons à l'intérieur desquelles nous sommes, selon les mots que Faraj Bayraktar inscrit au seuil de son poème. Poète, c'est un homme qui parvient à ne pas y être emmuré vivant, mais à y vivre comme un emmuré, qui renverse l'assourdissement en exclamation, qui en sort avec sa voix, qui perce le mur avec sa langue, et sa main trace sur le mur extérieur de la prison damascène une inscription visible à beaucoup, et sa main elle-même apparaît écrivant liberté. Mais pourquoi poème? Il y a un rapport entre l'étroitesse de la vie incarcérée et la brièveté d'un poème. Peu de paroles suffisent si elles sont justes. Le poème est la juste mesure accordée aux conditions de la vie étouffée. Le poème est l'exclamation du refus, le commencement de l'évasion, du lent recouvrement de la liberté. Rappelons-nous Primo Levi, le poème c'est ce qui reste quand on a tout perdu, la densité, le cœur du par-cœur, le tranchant qui tient tête et fait face à la césure, le cri qui ne crie pas, le gnomique. Voici le poème de Faraj
que nous apporte la vitesse fraternelle d'Abdelatif Lahabi. Tantôt, il pratique une fenêtre à l'intérieur de la cellule qui donne sur le monde. Ce sont les palmiers de ce poème, les pigeons et les chevaux, les femmes de ce poème. Hennissement, roucoulement, souffle. Tantôt, il dit sa geôle ponctuelle, qui n'est pas plus étroite que la tombe du roi, pas plus courte que sa vie. Tantôt, il dévisage le bourreau. La malédiction lui a dit « sois » et il fut. Portrait terrible. Gnomique ai-je risqué, oui, de la pensée avant toute chose, avant, avec toute chose. Et la voix nous parvient, rassemble quelques-uns sous les murs, et le poème commence à passer de langue en langue. Faraj Bayraktar, nous écrivons ton nom sur le mur dans la synonymie de la libération. Je lis maintenant des choses brèves. J'appelle cet ensemble qui est en gestation, le titre sera probablement Poème en pensée. Poème en pensée. Comme on dit, oui, c'est en pensée. Expérience en pensée. Poème en pensée. Et ce sont des poèmes, comme on dit, des poèmes en prose. J'en lis quelques-uns jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La pluralité de mondes indifférents ou voisinant peu sauvegardait la terre sans qu'ils s'en souciassent. C'est l'advenir d'un seul monde qui la menace. Pourront-ils, la terre et le monde, s'aimer, se réunir, s'indiviser, ou le monde, pour finir, nous déterrestrera-t-il, en sorte que chaque mortel, installé comme au centre, s'immortalise dans l'habitacle factice d'un hôtel à 6 milliards de chambres. C'est eugéniquement que l'homme inhabitera cette terre. Un petit quatrain gnomique, qui est un petit air Tao d'ailleurs. Prolonger une impasse, c'est frayer la route. L'impasse poursuivie fait un chemin à battre. Puis-je me parler avec franchise? Ça, c'est le titre. Puis-je me parler avec franchise? Que regrettez-vous? De n'avoir pas connu ma mère, car je n'étais pas assez vieux, mais trop niais, âgé d'à peine plus de 50 ans, au moment de la perdre. Elle est morte avant la sagesse de mon amour. Qui fut-elle? Ô mère, c'est au pluriel, M-E-R-S. Et une fois de plus, le meilleur des hommes, l'être unique pour ce monde à plusieurs, était mort, et la désolation ne devait plus cesser. La terre était dépeuplée, la viduité des proches éternels, le sens avait péri. Le ciel enténébré s'était à 3 heures déchiré comme un rideau divin, les tombes elles-mêmes évidées. Mais déjà le point de vue du soleil remontait, la voisine essorait en chantant, un enfant unique leur était rené, et le village voulait passer à toute la terre son fils, et que toute la terre se réjouit le même jour, du même nom, de la même image, et ainsi recroissait le bois de sa mort. Bernard Chambaz et Jean-Charles Véliante, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur la lecture que Michel Deguy nous a proposée, le choix de texte qu'il a fait d'abord, où la poésie est nettement minoritaire? Je ne sais pas, enfin, ce qui m'a frappé, le mot qui m'est venu à l'esprit en l'écoutant dire, c'est le mot de Stromat, qui est un des mots par lesquels j'ai fait sa connaissance comme écrivain, donc qui était, je crois, un petit texte qui était publié dans les Cahiers du chemin
à la fin des années 60 et qui après a dû figurer dans un des recueils de 1969 et qui, donc Stromat, un mot que je n'ai pas pu oublier depuis, mais enfin je ne savais pas ce que c'était et je suppose que je n'étais pas tout à fait le seul. Et donc les stromates, c'était en fait l'idée de bigarrure, de composition, c'était les mélanges. Je crois que c'était le titre d'un livre de Clément d'Alexandrie. Et donc ce qui m'a frappé dans la lecture, indépendamment de tel ou tel texte, c'est leur bigarrure, enfin la bigarrure, la composition avouée d'ailleurs, et cette impression voilà, qui en résulte et qui me renvoyait donc à cette espèce un des éléments de la connaissance que j'avais eue donc de Michel de Guy il y a quelques années, au début. Jean-Charles Vadiante. J'ai été frappé par la grande élégance d'abord, qui consiste à souvent renvoyer à des interlocuteurs ou à d'autres ou à des amis, des connaissances, des gens qui étaient éventuellement emprisonnés. Et Michel de Guy a cité aussi en passant Leopardi, et Leopardi disait que l'élégance était précisément la seule façon que nous ayons de faire encore quelque chose de vivable, non pas de nouveau forcément, comme Rimbaud le réclamera quelques années plus tard, mais en tout cas d'habitable, avec la somme de mémoire et de morts inensevelies, comme il est dit quelque part dans le livre La raison poétique, qui sont en amont de nous, qui pèsent sur nos épaules. Voilà, l'élégance, c'est-à-dire aussi cette bigarrure dont parlait Bernard, et cette façon d'avoir, encore une fois, une interlocution est la seule façon d'assumer une tradition, finalement, tout en étant dans l'extrême contemporain. Michel ? Oui, mais Stromat, dans ce temps-là, dans les années 60, les gens qui étaient d'ailleurs des amis, même si c'était d'autres bords, disaient textuel. Le texte, c'est la même chose. Stromat, ça veut dire la même chose que tapisserie, finalement, c'est un tissu. Donc, qu'on s'entende bien, si on avait le temps d'en débattre, pour moi, tout ceci est poésie. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement à l'intérieur de ce qu'on appelle la littérature, de faire la différence entre... Enfin, ce qui m'intéresse aujourd'hui, de plus en plus, de faire la différence entre du poème qui se définira avec ses critères et puis le reste est littérature, comme a dit un poète une fois, mais c'est plutôt de faire la différence entre la littérature, parce que le sort de la poésie et le sort de la littérature sont profondément liés, vu que c'est la même chose d'une certaine manière, et ce qui n'est pas la littérature, c'est-à-dire par exemple le discours de science ou des discours d'autres types. C'est cette différence-là qui m'intéresse. Je rebondis sur ce que vous avez dit à un moment, parce que ça soit un poème en prose où il s'agit de la terre, que ça soit d'un quatrain gnomique, ou que ça soit une préface à un poète, c'est-à-dire finalement à la poésie, donc une mise en réflexion de la poésie sur elle-même, tout ceci, pour moi, appartient à la sphère que j'appelle de plus en plus indifféremment poésie, écriture et pourquoi pas littérature. Il y a quand même une évolution qui est très nette depuis le premier livre, depuis Les Meurtrières, qui date de 59, je crois, qui avait été publié chez Pierre-Jean Oswald. Bon, on peut suivre ça parce qu'il se trouve que votre œuvre est pour l'essentiel publiée dans la collection Poésie Gallimard en 3 volumes. Donc il y a le premier avec les poèmes de 60 à 70, ensuite 70-80, et le tout dernier, publié l'an dernier, Gisant, les poèmes de 80 à 95. Et on voit qu'au début, notamment avec les premiers titres, Fragments du cadastre, Poème de la presqu'île, Bief et quelques autres, le poème est bien dans le poème, et qu'ensuite, ça se complique quand même. Il y a la philosophie, par exemple, qui entre dans le jeu très sensiblement. Philosophie, poésie ne se regarde pas du tout en chien de faïence dans vos textes, et c'est un même combat, on peut dire. C'est une réflexion sur le temps. D'ailleurs, je me souviens qu'à un moment, vous avez dirigé une revue chez Gallimard qui s'appelait Le temps de la réflexion et qui met en jeu aussi l'observation, la mémoire. Et il me semble que là, il y a un aphorisme qui a été d'ailleurs le titre d'un de vos livres qui résume assez bien la tendance. La poésie n'est pas seule.
Est-ce que ça veut dire que c'est pour vous un art total? Oui, la poésie n'est pas seule. Ça veut dire par exemple ceci. J'aurais pu lire, j'ai failli lire tout à l'heure, 1 ou 2 pages inspirées ou dictées par 2 films. L'un, c'est un film iranien qui s'appelle Le Vent, l'autre, un film brésilien qui s'appelle Gare Centrale, ou je ne sais plus quoi. Ça veut dire que la poésie balnéaire, ça veut dire que la poésie est avec. C'est-à-dire que là, chaque chose fait son possible avec une autre. C'est le « et » qui est important. Alors, ça veut dire que tout ce que... Il faut remettre aussi en circulation et en compréhension simple d'aujourd'hui des mots attachés à l'art poétique depuis longtemps, comme vision, voyance, ces mots toujours un peu que les élèves ou étudiants reçoivent sur la tête en disant « Ouh là là, la vision, voyance, c'est qu'est-ce qui se passe avec la poésie ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit de donner un visage à ce qui n'en a pas, ça veut dire d'envisager le menaçant, ça veut dire que la plupart des choses sont comme des visages mais n'en ont pas. Tout simplement, ce que dit l'expression courante, comment envisages-tu l'avenir? Peut-être qu'on pourrait dire que le poète répond souvent à cette question, comment envisages-tu l'avenir? Par exemple, il y a un poème en prose de Mallarmé qui s'appelle Le phénomène futur. Le phénomène, l'avenir, le phénomène futur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de lier ensemble mes 3 réflexions-là. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vois venir, demande ton poète. Alors, ça veut dire qu'il, en s'aidant, ou en collaborant avec, en interprétant, en travaillant avec un film ou bien une pièce de musique ou une peinture, comment il arrive parfois, toujours dans dans l'accompagnement. L'être de compagnie, le travail avec, c'est comme ça qu'il dit ce qu'il voit. Et il m'arrive, pour rester un peu dans l'autobiographie, puisque vous m'avez invité, il m'arrive assez souvent, en sortant d'un film, d'extrapoler à partir de là une certaine vision, entre guillemets, sans emphase, sur ce qui pointe, ce qui se prépare, ce qui pourrait arriver. Et je pense que cette voyance, pour reprendre ce mot purimbaldien, qui se cherche dans le poème, prend quelques-uns de ces éléments, pas seulement son matériau, mais enfin ces relais, qui peuvent être des relais optiques, dans le voisinage d'autres arts, et d'ailleurs pas nécessairement, c'est très souvent d'autres arts, c'est dans alliance avec la peinture, par exemple, mais pas fatalement, pas nécessairement, ça peut être un mot. Et ça me paraît extrêmement important, tout simplement parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, sans quoi la littérature n'aurait pas d'intérêt. Alors, je boucle mon affaire. C'est ça ce rapport avec la philosophie. Ça veut dire que la poésie pense. On peut dire la poésie ne pense pas. Moi je dis la poésie pense, elle est un mode de la pensée. La philosophie pense différemment. Je ne dis pas du tout que la poésie soit philosophie. Philosophie au sens professionnel, technique. Par exemple, un philosophe est un monsieur qui pourrait faire un cours sur Leibniz. C'est pas ça qu'on attend d'un poète. Mais la pensivité du poème qui pense en pensant à quoi penses-tu? Je pense à ceci. Il y aurait des pages de Pessoa chercher là-dessus qui a souvent présenté ces hétéronymes comme des manières de penser autrement. Donc finalement, quelle est la différence entre penser, quand on veut dire le philosophe pense, le Denker denkt, comme dit le philosophe allemand, et le penser à? Je dirais que la poésie pense en pensant et par exemple en pensant à la pensée. Et le dit à sa façon, poèmes en pensée. Je ne prétends pas, bien entendu, que ce soit la seule sphère, ou comment dire, le seul champ de l'écriture poétique. C'est mon inclination. Alors, il y a un philosophe, justement, qui vous a lu et qui a publié un texte dans un cahier qui vous est consacré, intitulé « Le poète que je cherche à être », qui a été publié il y a quelques années sous la direction d'Yves Charnay. Oui. Derrida, donc, vous définit comme un poète penseur de la langue, et de la langue française en particulier. Oui, mais alors ça, pour moi, penser, écrire, penser, parler, écrire, c'est le même. Je me rappelle tout à coup, et ça fait un peu philosophe professionnel, pas d'importance, une page de Wittgenstein où il dit, il était en Norvège et il dit, je ne travaille vraiment que quand je pense en allemand et j'écris en allemand. Donc ça veut dire que bon, il est là, il est dans sa langue, donc penser, c'est parler sa langue, en faisant attention à ça, c'est-à-dire en surveillant l'exercice de penser, et cette surveillance implique un point
d'extériorité par rapport à sa langue, qu'on peut appeler un point hors monde ou un point... Par exemple, on va y venir probablement tout à l'heure, c'est le point d'où est possible la traduction. Tout veut dire par un point hors langue, c'est un point qui d'ailleurs n'est nulle part. On dit entre, on a raison, entre l'italien et le français, entre l'allemand et le français, mais on sait bien qu'il n'y a pas de lieu réel entre l'italien et le français ou entre l'allemand et l'anglais. Alors la phrase dit entre, mais il n'y a pas de position entre les deux. C'est toujours le saut de l'un à l'une. Ce qu'on peut dire en tout cas, Michel de Guy, c'est que les philosophes vous lisent beaucoup, ils sont très nombreux, et même à écrire sur vos textes. J'ai cité Derrida, il y a Jean-Luc Nancy aussi. Oui. Et pour Jean-Luc Nancy, vous ruminez sans arrêt l'histoire de la poésie. Oui, ça aussi c'est un trait, je crois, alors constitutif. Et j'en profite pour citer le nom de Jacques Roubaud, parce qu'il l'a amplifié beaucoup, c'est-à-dire ayant des propositions comme la poésie est mémoire de la poésie. Alors, nous le savons, la difficulté est là, avec cette formule, dans mémoire. C'est-à-dire, je peux, par mémoire, penser par Bergson ou Jean Delay, pas quoi, la mémoire, ou disons la mémoire psychologique ordinaire, ou bien je peux donner à mémoire le sens machinique, le sens de la mémoire dans la magie, qui est un sens plus moderne. Mais enfin, et je pense que quand Jacques Roubaud dit une chose comme ça, il veut dire les deux, un art de la mémoire et en même temps une mémoire, c'est-à-dire une capacité machinique ou machinale de rappeler, d'associer, il s'en explique dans ses autobiographies. Je fais mienne ces formules. Disons aussi d'une manière très simple, impossible de prétendre donner de la poésie à des contemporains, c'est-à-dire faire le pas qui consiste à dire j'écris le poème, sans se placer, sans monter à bord de l'histoire de la poésie, c'est-à-dire toute la tradition poétique. C'est pourquoi tout à l'heure, si vous permettez de revenir dans mon poème en prose, je dis l'oisiveté léopardienne. Et Jean-Charles Véliante en sait plus long que moi sur Léopardi. Il y a une formule du Zibaldone que je me rappelle volontiers, qui est celle-ci. En toute condition, la vie est pure oisiveté. Alors, on lit ça, on dit qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, c'est un fainéant, lui aussi, mais moi je travaille, monsieur, etc. Non, on peut entendre ce que ça veut dire. Il y a une espèce d'osium, il y a une espèce de rapport à la vie qu'on peut appeler de jouissance, peut-être. Enfin, c'est ça là où ça devient difficile, qui donne à cette formule sa beauté. En toute condition, la vie est pure oisiveté. Alors, c'est pour ça que je mets. C'est une forme de rappel, de mémoire, si vous voulez, cette fois avec guillemets, mais l'oisiveté léopardienne. Quelqu'un qui connaît Léopardi dit « Ah oui, c'est vrai », et puis quelqu'un d'autre pourrait dire « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je peux y aller voir. » C'est pas des affaîtries. Donc, il y a une ambition de reconnaissance de cela de la part de ceux à qui on s'adresse. « Ah oui, il en se réclame de la ligne baudelairienne, etc. » Il y a la mémoire de la poésie, mais il y a la mémoire de l'histoire aussi. Par exemple, dans un livre comme celui qui est devant vous, là, Gisant, c'est-à-dire le tome 3 de vos poèmes dans la collection Poésie Gallimard, vous avez repris un texte sur Shoah, le film de Claude Lanzmann. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est au fond... Oui, tout à l'heure, j'ai cité... Et heureusement que vous posez cette question, parce que j'ai cité 2 films récemment vus, un film iranien, un film brésilien, mais disons, dans ce que j'ai publié, le film de référence qui a véritablement été un être avec, de compagnie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça a été le film de Claude Lanzmann, que tout le monde connaît, qui s'intitule Shoah, dont j'ai fait une sorte de lecture poétique, si l'on veut, au fond accrochant des poèmes en prose, parce qu'il ne s'agit pas de redonder sur un film. Il ne s'agit pas, comme toujours avec la poésie, de dire à quelqu'un qui ne connaîtrait pas, de faire une description pour qu'il puisse, un peu, si vous voulez, comme quand Ponge écrit La carafe ou La cruche d'eau, il n'est pas en train de faire une description pour que quelqu'un dans la pièce d'à côté qui ne voit pas la carafe dise « Ah oui, c'est une carafe ». Non. Il y a un autre rapport à la carafe. Alors, le texte ne prétend pas décrire le film, mais l'accompagner à sa façon, à la façon du poème. Donc faire un certain type de poème en prose, par exemple sur les bruits du train, puisque c'est un film de train. Comment est-ce que le train qui va vers le camp traverse l'écran diagonal dans le grincement. Alors c'est un poème du grincement tout à coup. Voilà le rapport avec le film.
Il y a l'histoire et il y a le présent, c'est-à-dire l'époque. Dans vos derniers livres, c'est très frappant. Il y a beaucoup de textes qui portent sur l'époque actuelle, l'époque qui est plus forte que nous tous. Si nous n'y veillons pas, c'est ce que vous dites dans un rebond que vous avez publié dans Libération il y a quelques semaines, à partir d'une initiative très étrange qui vous a mis un peu en colère, l'impression de poèmes sur les nappes d'un restaurant mondain parisien brillant. Alors, face à cette espèce d'efficacité mortifère des discours dominants aujourd'hui, la question que je voulais vous poser, c'est celle de la poésie, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'elle a encore un rôle à jouer ? Est-ce que les choses de la poésie, pour reprendre l'un de vos titres, et les affaires culturelles sont compatibles ? Peut-être pourrait répondre en commençant qu'elles sont trop compatibles et que c'est ça le point inquiétant. Alors vous avez évoqué une querelle, ça a été une querelle, je ne voudrais pas simplifier les positions, c'est la querelle autour du petit. Mais vous vous rappelez qu'il y a 20 ans, c'était justement un slogan « Small is beautiful ». Au fond, la question que je posais, c'est est-ce que small is beautiful ? Enfin, bien entendu, small peut être... Bon, alors ça veut dire quoi ? Le rapetissement. Qu'est-ce que je veux dire par rapetissement ? Alors je commence par prendre acte d'une condition qu'on pourrait appeler la condition sociologique. Je vais aller très vite parce que c'est des lieux communs, mais importants. Le lieu commun consiste à dire, dans les grands médias, grands journaux, grandes émissions de télévision, aux heures de pointe, etc., il n'est pas question de poésie. La poésie a disparu du milieu. Est-ce que c'est... Alors, c'est une proposition partiellement vraie. Là, sa vérité d'exactitude partielle. Mais la proposition inverse est également vraie. Autrement dit, vraie au sens de l'exactitude. La poésie est partout. En effet, nous, ici, nous sommes placés pour savoir que la poésie est partout. C'est-à-dire que, allô, Saint-Étienne, ici, nous faisons une récitation, un récital la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes libre pour 20 minutes chacun ? Ou bien Caracas, Medellín, etc. La poésie est partout. Notre ami de lui avait recensé, il y a une dizaine d'années dans l'Action poétique, en ramassant absolument tout, de la Pléiade jusqu'au tract, plus de 40 000 productions à caractère poétique dans ce pays annuellement. Donc je peux dire, la poésie formidable, il y en a partout. Il y en a partout. Dans les petits... Alors, où ? Petit. Alors l'affaire conjoncturelle, c'était ceci. Quelques amis, car il y avait... des amis, disent on a obtenu l'autorisation d'écrire des poèmes sur les nappes du grand restaurant Fouquet's, c'est formidable. Le consommateur, après écartant négligemment son sorbet final et commandant le double cognac ou quoi, dire ah tiens, bon, dans le métro, tout ça. Alors, j'ai dit oui, mais ça c'est un certain rapetissement. Qu'arrive-t-il si nous ne faisons que nous réjouir de cette... C'était ça la querelle. Alors, ma position, c'est je vais la résumer brutalement par un autre exemple. Il y a là un danger. La réussite culturelle qui assigne la poésie à cette place-là et qui l'admet très bien, et même, encore une fois, la signe à cette place-là, ne menace-t-elle pas la poésie ? Je me ferai comprendre d'un exemple, tout petit peu différent, mais même. Comment et sous quelle forme existe le texte poétique pour nous ? Réponse en anthologie. Qu'est-ce que c'est qu'une anthologie ? C'est l'effeuillement, l'effritement, la sélection qui souvent sous une rubrique thématique, par exemple la carafe et la cigarette va s'appeler le livre, ou bien l'amour et l'eau fraîche. Alors on aura Dante, aura 2 pages et demie, et donc la question c'est qu'en est-il, que devient l'œuvre et la possibilité d'un faire-œuvre poétique pour une existence qui est ontologique. Bien sûr, le débat peut rebondir comme au ping-pong. L'on dit c'est mieux que rien. Bien sûr que c'est mieux que rien. Il vaut mieux avoir rencontré Léopardi dans une page que pas du tout. Mais est-ce que c'est ça que nous voulons comme place, disons, définitivement assignée ? Donc il y a là un danger, voilà. Il y a un risque d'amenuisement, de rapetissement, et donc peut-être de disparition. Oui, parce que est-ce que la poésie tient à l'œuvre quand on évoque Dante encore une fois, ou Léopardi, on dit oui, œuvre. Alors le faire œuvre, que devient-il ? Même le sonnet canzonière, c'est une œuvre. Et y a-t-il, la question pourrait se poser aussi, qu'entend-on par œuvre aujourd'hui en poésie ?
Second moment de lecture, Michel Deguy, une sorte d'anthologie personnelle où on voudrait faire une place à la traduction. Et il se trouve que vous avez pas mal traduit. Vous avez traduit du grec, du latin, de l'allemand, de l'anglais. Je me souviens avoir lu les traductions de Hölderlin, de Heidegger, de Paul Celan aussi, et des poètes américains. Vous avez fait une anthologie qui s'intitule 21 poètes américains avec Jacques Roubaud chez Gallimard. Et dans Actes, le livre dont je parlais tout à l'heure, de 1966, vous écrivez « Au commencement est Babel, au commencement est la traduction ». Et on peut noter que dans le tout dernier livre, La raison poétique, qui vient de paraître, il y a aussi tout un chapitre sur la traduction. C'est donc une question qui vous préoccupe. Oui. Alors, bon, on va peut-être pas se lancer dans le qu'appelle-t-on traduire, ou alors peut-être tout à l'heure, puisqu'il s'agit de lire des textes, je dis simplement un mot. Mais c'est un grand lieu commun d'aujourd'hui. Par exemple, de porté à son maximum de sens et d'intensité par quelqu'un comme Antoine Berman et quelques autres. Et je salue Léris qui vient de mourir, 93 ans, est tellement traducteur. C'est qu'il n'y a pas de toute façon quelque chose comme un rapport à soi d'une langue. Autrement dit, d'emblée, il y a le pluriel. Qu'est-ce que c'est que ce pluriel? Il y a un pluriel de langue et un pluriel langue-littérature. Alors il faut tenir ça ensemble. Tout est aux confins d'eux. Le traduire, c'est pas quelque chose qui vient après. Même dans l'apprentissage de la langue, au fond, c'est cette interconnexion, cet être aux confins et être de compagnie qui a lieu d'entrée. Et également, si on élaborait cette affaire, comme on le fait souvent dans l'identité, il faudrait mettre en question le rapport langue-littérature, avec ces changements si importants sont ceux de notre temps. Je n'en dis qu'un. Pendant longtemps, et jusqu'à, mettons, 1960, enfin dans les classes, par exemple, dans ma jeunesse au lycée, on apprenait une langue par la littérature. On ouvrait le Büchse en allemand, on avait un poème de Heine, là, au début, allemand. Tandis que maintenant, la question est comment acheter une voiture d'occasion à Stuttgart. C'est très différent. Bon, c'est extrêmement différent. Ça change. Pour nous, disons, le pluriel des langues et la pluralité, la complexité langue-littérature, c'est ça qui est d'emblée. Bon, donc le traduire ne vient pas en surplus. Donc j'ai beaucoup traduit avec toutes sortes de guillemets, puisque j'ai même traduit Vadim Kosovoï, poète russe, et même Norvide, poète polonais qui vivait au XIXe siècle à Paris. Et je ne connais ni le russe ni le polonais. C'est une question très, très complexe. Quelle différence y a-t-il entre traduire et adapter, par exemple? Tout ça, c'est des questions énormes. Alors, j'ai beaucoup traduit et je me suis arrêté de traduire. Pourquoi? Je crois que la raison principale, c'est parce que traduire prend du temps. Traduire prend un temps considérable. Des centaines d'heures, des milliers d'heures, et c'est... Bon, alors, donc, je vais lire quelques traductions, disons un peu comme un échantillonnage, et selon un fil historique, pourquoi pas, enfin, historique, c'est-à-dire en commençant brièvement par faire allusion à une traduction de Sappho à partir du grec, dont je ne lis qu'un seul moment d'un poème de Sappho qui consiste en comparatif, et qu'on trouvait dans la revue de poésie, dont je vais amener un spécimen rarissime, il a disparu. Que vous faisiez dans les années 60. Dans les années 60. Alors, je vais appeler ça l'incomparable. Que lait plus blanche, que source plus délicate, que lyre plus accordée, que cheval plus fier, que rose plus tendre, que robe riche plus profonde, que l'or plus précieuse. Ce qui est beau en grec, c'est qu'il y a simplement deux mots, parce qu'il y a un complément du comparatif et le comparatif. Donc cette économie et le poème consiste dans le comparatif. Donc la comparaison et le comparatif même. Bon, alors maintenant dans Gisant, dont j'ai besoin, déjà, ici c'est dans un poème qui a son titre en français, que j'insère une sorte de sonnet, c'est-à-dire simplement 14 lignes, que j'arrache à Lucrèce, au De Rerum Natura,
pour l'insérer dans un poème érotique. Et ça ressemble à un poème, vous diriez. Donc c'est une traduction de Lucrèce. Comme qui a soif au milieu torrentiel du fleuve où il boit. Eux ne peuvent se rassasier de regarder leur corps à satiété, hors d'état de rien arracher des mains aux tendres portions de corps errant corps à corps tout entier sans savoir où, à la fin se mesurant de toutes parts, en fleurs ils vont fruire de leur âge, et déjà le corps présage de jouir, et Vénus en est à parsemer les sillons de femmes, se fichent avidement les corps, se joignent les salives des bouches et se respirent, s'entrepressant des dents les bouches, pour rien, puisqu'ils ne peuvent rien arracher ici, ni pénétrer et passer dans le corps avec tout le corps. Entre-temps, on dirait que c'est ce qu'ils veulent faire et combattre jusque-là. Cupides aux jointures de Vénus ils adhèrent, et les membres, tremblants de volupté, se liquéfient. Ça, c'était un morceau de Lucrèce. Alors, je vais encore lire un poème traduit de l'américain, du temps où nous était nous avec Jacques Roubaud et Claude Roy, de ce volume, Les 20 poètes américains. J'ai traduit un peu de Dolson et un peu de Robert Duncan. Et puis peut-être, bien que ce ne soit pas chronologique, je terminerai en lisant un passage de Hölderlin. D'accord ? Le titre du poème en anglais s'appelle The Ring of, l'anneau de. C'est un poème à Aphrodite. Ce fut le vent d'ouest qui la saisit quand elle se leva de la vague génitale et l'accoucha de l'écume gracile à son île chez elle. Et ces amoureuses du difficile, les heures du jour doré la saluèrent, la vêtirent, furent comme si elles l'avaient faite, furent folles de porter cette nouvelle chose née de l'anneau de mer, rose et nue, cette fille la portait à la face des dieux, violette dans sa chevelure, beauté. Et elle dit non à Zeus, à eux tous, ils n'étaient pas. Ou était-ce elle qui choisit le plus laid pour coucher avec? Ou était-ce comme ça, et pour expier l'essence de la beauté, était-ce, sachant les heures, bien sûr, elle n'est pas restée longtemps où le boiteux n'était qu'un côté des choses, et le superbe Mars l'a eu, et l'enfant eut ce nom, la flèche de, comme le vol de, le mouvement de, sa mère qui adorne, de Myrte le dauphin, et en mots, il se lève, oui, eux qui sont nés de pareils éléments. Le poème de Robert Duncan, poète américain, californien, qui est mort il y a une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, qui en anglais s'appelle Roots and Branches, racines et branches. Un poème bref aussi, puisque ce sont des poèmes qui tiennent dans la page. Flotter, phalène, ascendant et tombant, marchands oranges aux marchés en fleurs du printemps, messagers de Mars par les chauds courants de nouvelles qui flottaient, voletaient dans des airs d'arômes, traçant en air d'invisibles racines et branches de sens. J'y prends ma part pensivement. Filaments tissés et cassés où le monde pourrait éclairer parfois des choses certaines pour moi. Il y a écho de ce que je suis dans ce que vous exécutez ce matin, comme vous rendez mon humeur parfaite et presque restituez un arbre imaginaire de vie dans toutes ses doctrines par cette voltige alentour, intense et aisée comme vous êtes, cette profusion de vous qui lève et transporte une vue des choses du dedans. Alors maintenant, en faisant un retour aux années Hölderlin-Heidegger, sur des années... Heidegger que vous avez rencontré, que vous avez connu. Oui, j'ai connu aussi le philosophe Martin Heidegger, ça ne nous rajeunit pas. Vous n'avez pas connu Hegel? Presque. On pourrait... Oui, pas
Mais enfin, j'ai connu de grands traducteurs de Hegel. Alors, donc, c'était des années de philosophie, la lecture de Heidegger et la traduction de Heidegger, qui aboutit à ce livre connu et beau, Approche de Hölderlin, et qui comprend un commentaire qui porte sur une des fameuses élégies de Hölderlin, Heimkunft, et qui traduit retour. Alors, évidemment, je lis peu. Je lis, par exemple, la fin de cette élégie et peut-être, vous me direz, le début de l'autre que j'ai traduit aussi, qui est le fameux Wie wenn am Feiertage, comme en un jour de fête, etc. Bon, là, c'est la fin du retour. L'hymne hölderlinien. Nommerai-je le haut? Un Dieu n'aime pas l'inconvenant. Pour le saisir, notre joie presque est trop petite. Souvent, il faut nous taire. Il manque les noms sacrés. Les cœurs battent et le discours ferait défaut. Mais une lyre accorde à chaque heure le ton et peut-être réjouit les célestes qui s'approchent, prémices. Et ainsi, le souci presque s'apaise déjà, qui venait sous la joie. Des soucis tels, il faut, de son gré ou non, quand l'âme les porte un poète, et souvent, mais les autres, non. Et alors voici le début. Comme au jour de fête, quand un paysan va voir le champ au matin, quand de la nuit brûlante sont tombés, rafraîchissant, les éclairs, tout ce temps et au loin encore gronde le tonnerre, et quand ses rives rentrent le fleuve, et le sol reverdit, et la vigne ruisselle du céleste, et réjouissant pleuvoir, et que les arbres du bocage brillent dans le calme soleil. Ainsi, dans un climat bénévole, se tiennent-ils, eux, qu'aucun maître n'éduque, mais dans ses bras légers, elle, merveilleusement toute présente, la puissante, la belle divinement, la nature. Aussi, dans les saisons où elle semble dormir, au ciel ou parmi les plantes ou les peuples, le visage des poètes porte également le deuil, il semble être seul et pourtant pressante toujours, car pressentant, elle repose aussi. Dernière séquence de lecture dans Surpris par la poésie, avec d'autres voix, d'autres approches. Vos invités, Michel Deguy, Bernard Chambaz, Jean-Charles Véliante. On va suivre l'ordre alphabétique. On va donner la parole en premier à Bernard Chambaz. J'ai choisi de lire, enfin là je viens de choisir un peu à l'instant, en me rappelant d'ailleurs aussi à l'instant que le Stromat avait dû paraître dans le recueil, dans un livre qui s'appelait Figuration. Et donc là, c'est dans Gisant. Je prends cette phrase comme introduction à ma lecture. Donc dans un poème, un prosème, enfin ce que vous voulez, qui s'appelle Fabrique. Donc Michel Deguy écrivait « À tout prix, je veux rentrer en la langue, faire don aux possibilités de dire de cet égarement vers ce qui maintenant a reçu nom de toi, ce qui s'appelle énigme, cette cour, cette lisière, ces étoffes, ces seuils de Paris où tu es banni, et je voudrais que le poème se fasse roman pour y attirer les gestes de la cuisine, les propos de téléphone, l'emploi du vent, l'insignifiance de ce qui nous sépare de la mort. » Et donc je vais commencer par lire la première page
de mon dernier roman. Faut pas croire. C'est comme cette histoire d'orang-outan qui s'est laissé mourir parce qu'il ne supportait pas la disparition de son frère. Faut pas croire ce qu'on raconte, on ne se console pas. Je ne parle pas pour moi. Ma vie se déroule sans heurts. Ma dernière émotion forte remonte au jour déjà lointain où mon avion est tombé dans un trou d'air au-dessus de l'Altaï. J'ai pensé à resserrer ma ceinture, à vérifier les pales de l'hélice derrière le hublot, à la croûte de neige glacée où on se serait gaufré 20 minutes plus tôt, à la steppe miniature en contrebas, à ces peupliers ocres, aux anges imaginaires du Léviathan, à pas grand-chose, en fait, à mes chaussures neuves, à rien, et que la nature a vide, et qu'il fallait bien que ça finisse un jour. Depuis, je ne voyage plus. À la place, je lis. On a les aventures qu'on peut. Autant aller à l'essentiel, sujet, le hasard, au-devant de quoi nous courons, quel accident, quel regard, quelle étoile filante ou pas dans le ciel du mois d'août avec les feuilles qui se soulèvent sous le vent et l'âne à robe noire qu'on entend braire vers les platanes, quelle histoire dénuée ou non d'intrigue, quelle phrase avec quel mot et quel blanc pour faire tenir les sons qui la composent. Pas besoin de prendre l'avion, on part toujours à l'aventure, sinon, franchement, est-ce que la vie vaudrait le coup ? Et comment on pourrait transcrire justement notre entendement des choses et nos sensations qui sont l'élément le plus singulier, et par exemple le trouble qui nous saisit devant une femme et un peu de l'abstraite fureur qui nous agite à cause de cette foutue planète pas trop d'aplomb, et encore l'image de l'orang-outan se laissant mourir dans un paysage de forêt équatoriale, détrempé, refusant de manger ni fourmis ni ananas, ne fabriquant même plus son auvent de branches pour se protéger contre la pluie, adossé à des feuilles de bananier ruisselant de lumière, 30 mètres de banyan et d'espèces végétales comme on voit chez nous sous les verrières du muséum, les yeux vides, l'envie de rien, la tristesse quand elle a gagné définitivement le combat, le cœur sûrement serré, et quelle mémoire de son passage dans la forêt, vert émeraude comme sur les pages centrales des atlas, puis vert de plus en plus sombre, pareil à la menace qui plane dans les histoires de notre enfance, vert marron, bientôt noir. Voilà. Et ensuite, j'ai choisi aussi, finalement, en vous écoutant tout à l'heure, de lire une pièce, puisque ça s'appelle comme ça, de mon dernier recueil de poésie. Donc la pièce en question s'appelle « Lecture » au pluriel. Ça aurait presque pu être la lecture, les lectures. Que la poésie soit faite, écrite, pour être lue, nul n'en disconviendra. À haute voix, c'est déjà une autre histoire. Une vieille histoire côté incantation, qui remonte aux hommes du Paléolithique, la parole même pas écrite, et à Mallarmé, la même croyance en la formule magique, en un chant primitif, pur comme l'éclat du silex sous le fond des astres, le rêve d'une pensée exaucée en son articulé. Une plutôt désolante histoire, si j'en juge par certaines expériences de lecture en public, désolante ou drôle, il est vrai, question de point de vue. Parce qu'on ne m'enlèvera pas de l'idée que la poésie est écrite, faite, aussi pour être vue, et bon an mal an murmurée, je t'abandonne, et marmonnée, etc., lue pour soi, en dedans, à voix moins que basse, muette comme l'univers, tacite, penchée vers le silence, et confuse, pourquoi pas. Et si je me rappelle le début de ce livre, à voix moins que basse, muette comme l'univers et quelques lettres en anglais, et taciturne et foudroyée, le ciel à claire-voix de part et d'autre du ballast, notre cajot qui cogne, le bruit du sang, qui assourdit tout le reste, pas un traître mot, donc tous les mots fidèles, à quoi, à qui, on murmure mon mousseau, pour personne sinon, toi qui lis et ne lis pas et entends tout de même, et n'entends pas, vraiment, alors qu'importe coquelicots et collines et arrondis, le son à l'intérieur d'abord. Toujours est-il que j'ai accepté en plusieurs occasions de lire mes poèmes, à mon corps défendant, mais on ne peut pas tout refuser, d'une voix aveugle qui ne regardait pas le public, qui ne disait que pour soi, et tant mieux si par hasard un qui était présent a été touché par quelque chose, une dissonance, 2 ou 3 mots de guingois, un bout de ciel, la disgrâce qui me tient lieu de rythme. Alors, oui, j'ai lu, en donnant tout de moi, c'est-à-dire les mots, sans réserve, la voix neutre, l'émotion neutralisée si besoin, le bruit du sang qui assourdit tout le reste,
les blocs de signes sous les yeux, récitant, marquant la fin de chaque vers, voyant, oui, voyant l'arrière-pays de chaque mot, tournant les pages, suivant une ligne de fuite radicale, jusqu'à la fin, toujours la même, du silence qui se défait, et parfois la sensation d'être écouté et entendu, et à force la certitude confirmée d'une violence à laquelle je consens et dont il m'est arrivé de m'excuser. Mais comment faire autrement, dites-moi, que lire d'autres si vous m'invitez à lire? Et qu'est-ce que la drôlerie change à mes poèmes et à notre histoire? Bagnolet n'est pas Salzbourg, mais n'en honore pas moins la fête de la musique, pas moins la musique par une fête qui coïncide avec la fête de la ville et de l'enfance et des débits de boissons, pour peu qu'il ne fasse pas froid. En juin, la ville met les chances de son côté. On m'avait donc prié de lire pendant le concert, genre vedette américaine, quelques poèmes n'ont jamais fait de mal à personne. Mais le chef d'orchestre m'avait vu arriver sans plaisir, agacé de ce troubadour qui venait troubler l'ordre du concert, légèrement rassuré d'apprendre que le troubadour ne tenait pas à s'incruster et qu'il avait apporté dans sa musette des sonnets où passaient, si ça ne nous ennuie pas, des héros shakespeariens, assez discrètement d'ailleurs, tranquillisé par ce gage de sérieux qui le mettait, au moins a priori, à l'abri de provocations type Bukowski, qui eussent gâché sa performance, apaisé par ma proposition de lire après le Purcell, enfin rasséréné quand il eut trouvé cette idée géniale de jouer une seconde fois, après mes poèmes, son Purcell. Ainsi ai-je lu sur une estrade, 50 musiciens derrière moi, 50 auditeurs devant, les yeux rivés à mes feuilles, émus malgré tout par la matière des mots, étranglés, et n'en voyant pas moins défiler au pied de l'estrade et dans les allées de la salle en plein air, des enfants peinturlurés avec trompettes et serpentins et plumes d'indiens, et des parents avec canettes parce qu'il faisait chaud, orageux, 10 gouttes de pluie tombant d'un ciel soudain ouvert, quand je terminais sur la petite tempête du roi de Naples, le ciel aussitôt refermé, pour permettre aux musiciens de garder au sec leur bois et vent et cuivre, et d'enchaîner, sitôt les applaudissements retombés, me laissant défait, mais soulagé, finalement content de disparaître entre les deux Purcell, emporté par l'esprit du froid. Où était-ce, novembre, à la limite de Villeneuve-le-Roi, avec les avions à peine au-dessus de mon scooter sur la route détrempée qui conduisait à une salle municipale pour lire ces foutus poèmes qui me collent à la peau. On était 6 à lire, ce qui n'est pas une consolation, 2 Sud-Américains, une Russe qui avait déjà fait un sacré voyage. Il n'était pas davantage à s'être déplacé pour écouter, avant que ne débarque une dizaine de mômes réquisitionnés en toute hâte et attentifs au moins 5 minutes, puis 3 hommes dans les 40-50 ans, sans doute intéressés par la poésie ou l'Amérique du Sud, ou les deux. Peut-être écrivaient-ils eux-mêmes des poèmes en secret, une sorte de chant général, à la façon de Neruda qu'ils n'auraient pas oublié, leur visage grave, au point qu'on se convainc d'être venu pour quelque chose, la grande communauté humaine et poétique, quand, le dernier poème du Pérou traduit et la lecture visiblement achevée, les 3 hommes se lèvent comme un seul et commencent à empiler et ranger au fond de la salle la centaine de chaises alignées pour la circonstance. On n'arrêterait pas. Rome, mars 1997. Royale invitation. On rêve Villa Médicis, bibliothèque du Capitole, à tout le moins la petite place de l'autre côté du pont Sisto. On se retrouve à Gallina Bianca, banlieue nord, route de Viterbe, via Flaminia, par où nous arrivions à Pâques 1989, petit brasier des souvenirs impromptus. Murs en béton, tags, ordures, sentiment d'abandon et de débandade d'une cité d'aujourd'hui, pauvre poule blanche, qui va bien pouvoir venir écouter des poèmes. On m'offre le café au bar et pour un peu la cigarette du condamné. La salle se remplit, premier petit miracle, je lis et Fabio Scotto traduit in vivo et on sent que le courant passe, deuxième petit miracle, et au beau milieu d'un poème, de gros temps, on se retrouve plongé dans le noir, les plombs ont sauté, on reprend la lecture à la lampe de poche, la lumière revient, les plombs ressautent, un type se met à l'accordéon pour suppléer les mots manquants en attendant qu'un autre type réussisse à rétablir la lumière. Troisième petit miracle, l'apothéose pour finir, quand un court-circuit déclenche les sirènes d'alarme que personne ne sait arrêter, pas même le magicien du roi de Naples ni l'accordéoniste. On n'arrêterait pas, Paris, rue des Tournelles, juin 1998, pour les 9 poèmes de Nanjing et Kyoto qui font le livre peint des larmes de bambou. Un comédien chinois doit lire la traduction publiée au revers de ces pages. Manque de chance, le chinois est japonais et ne peut déchiffrer les belles colonnes d'idéogrammes. On reste coincé comme un nuage sur les montagnes de Mifu. Je m'exécute, seul, voix moins que basse ou un peu plus forte, mais penché vers le silence. Qu'est-ce que ça veut dire audible ?
qu'est-ce qu'ils entendent à ce que je lis, mieux vaut ne pas trop se le demander. Merci Bernard Chambaz. La suite dans votre prochain recueil avec la lecture d'aujourd'hui au Centre Georges Pompidou. On termine avec Jean-Charles Véliante. Je voulais commencer par un texte, c'est un court passage du Purgatoire de Dante, où il est question de ce que j'avais attribué tout à l'heure à Leopardi, c'est-à-dire toujours de la transmission littéraire, du dialogue entre gens qui se réunissent pour un emploi particulier de la langue, comme l'a dit tout à l'heure Michel Deguy. Et il est question là de la rencontre avec celui que Dante considérait comme son maître dans la nouvelle poésie dite moderne ou nouvelle, qui était Guido Guinizelli. Il se présente et il dit « Je suis Guido Guinizelli et me purge déjà, car repenti avant la fin. » Tels dans la triste fureur de Lycurgue devinrent deux fils en revoyant leur mère, tel je devins, mais n'osant pas m'élancer, quand j'entends se nommer lui-même, le père mien et d'amis miens, les meilleurs qui jamais firent rime d'amour douces et belles. Et pensif, sans rien entendre ni dire, je marchai longtemps, n'ayant Dieu que pour lui, et n'approchai pas plus à cause du feu. Après que mes regards furent rassasiés, je m'offris tout entier d'être à son service, avec des mots qui se font d'autrui croire. Et lui à moi. Tu laisses telle empreinte par ce que tu as dit en moi est si claire que l'été ne peut l'enlever ni ternir. Mais si tes paroles devraient m'en jurer, dis-moi, quelle est la raison pourquoi tu montres en dire et regarder tant d'affection? Et moi à lui, ce sont vos doux poèmes qui, tant que durera l'usage moderne, feront chair même l'encre qui les fixe. Ô frère, dit-il, celui que je t'indique du doigt, et il montra un esprit devant, du parler maternel fut meilleur maître. Soit vers d'amour, soit prose de roman, tous il surpassa, et laisse dire aux sots s'il croit que le Limousin vaut davantage. Ils prêtent l'oreille au renom plus qu'au vrai, et forment ainsi leur opinion avant que l'art ou la raison soit écoutés. Ainsi pour Guittone fit maint ancien, de cri en cri n'accordant qu'à lui louange, jusqu'à ce que le vrai en plusieurs l'emporte. Or, si tu as un si ample privilège qu'il te soit permis d'avoir accès au cloître où l'abbé du collège, c'est le Christ, récite-lui pour moi, d'un autre Père, ce qui dans ce monde peut nous être utile, ou n'est plus en notre pouvoir de pécher. Puis peut-être pour laisser lieu à quelque autre, près de lui, il disparut parmi le feu, comme en eau le poisson qui va au fond. Je voudrais lire maintenant 2 quatrains d'un recueil qui s'appelle « Les Oublis », que j'ai publié chez Obsidiane il y a quelques années, et qui rejoignent des choses très belles que Michel Deguy écrit dans son livre « La raison poétique », sur l'illusion et l'absence d'objet et le fait que la poésie, finalement, ne serve qu'à cerner ce vide ou cette illusion. Il y a des chambres dans l'air calme, un grand espace creux où nous irions, dans un temps par derrière les heures, une histoire entrevue qu'un songe efface. Comme si de très vieux gisements de songes se mettaient à glisser doucement, à mêler leurs âges comme couches de brume, haleine d'aucune bouche. De rien commun, je voudrais lire une suite, cette fois de quatrains, qui veulent évoquer, encore une fois, ce qu'est la poésie, à travers l'image d'une danseuse. Le titre, c'est « Danser jeune ». Le premier de ces quatrains, qui ne s'enchaîne pas strictement, bien sûr, est une
démarcation assez fidèle de Schwab. Elle songeait éternellement dans son rêve stérile à ces choses qu'elle n'avait point connues avant, qu'elle reprocherait à ses maîtres. Il faut laisser retomber sa main, comme un regret, comme en un regret, partir dans l'offrande d'un regard, comme si rien ne changeait jamais. Petite danseuse, elle offre tout son effort. C'est le meilleur, tu vois, c'est que je suis tout entière en ça, à valoir sur le pire à venir. Pourtant nul ne veut, même dépossédé de douceur, même sans pudeur ouverte, au parquet tendu par un grand vent. Les basaltes glacés, les luisants terrains dénivelés où tu glisses, pareil à l'eau qu'aspire un siphon fatal, un précipice des pas. Et tu es au milieu des enfants, piégés, sous l'absurde projecteur, pris dans la musiquette funèbre des trappes, des sarcophages, zappe, échappe, ne te retourne pas, passe, vent clair d'électrons agiles. Ils ont égalé l'éclair du bras, non la pure pensée de ton geste. Dans le seul visage, les yeux, passe l'amour entier du monde, Empédocle, celui du doux style menaçant son corps de chaos, d'effacement. Lentement se dénouent les tendons, les fibres répandent l'ambre, libèrent leur miel ancien dans l'air subtil, presque respirable. Filent sous leurs pas, des astres roulent dans la brume souvenir, deviennent nymphes que le chèvre-pied galope, super archiméga gigacoule. Tout dans la plume ailée de l'effort. N'être que cela, tuer le reste, les amours piétinés par l'envol, le corps aveugle sous les paupières. Ses yeux de nard en signe la bile comme l'autre, la menue mystique, disparue au fond, après qu'on lui eût fait si mal qu'aucune nubile.